Après le passage à vide lecture du mois d'avril, on dirait que j'ai repris goût. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon bilan du mois de mai 2024. Je suis revenue à la fin d'avril, ce qui signifie qu'au mois de mai, j'avais quand même pas mal de rattrapage de vie à faire. Je suis donc très étonnée de voir que j'ai quand même lu pas mal au mois de mai. Si je vais être concrète, j'ai lu 15 ouvrages, dont 2 graphiques, tout ça pour un total de 5255 pages. Ça va quand même, hein? Je suis fière de moi. En fait, non, je suis pas fière, j'aime ça lire. Quelle fierté est-ce que je peux avoir à faire quelque chose que j'aime? Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. Ensuite de ça, on va passer aux ouvrages avec des mots adultes, à ceux young adult ou jeunesse. Et finalement, on va y aller avec tout ce qui est graphique. Donc, si je vais finir avant le souper, on y va. Ouais, parce que mon père, il aime pas ça, attendre pour souper. Comme vous pouvez le constater, je suis fidèle à mon habitude et je lis surtout des trucs pour adultes. Tu sais, dans le bilan, il y a un roman jeunesse ou young adult, en fait, entre les deux, ça pourrait être les deux, et 2 mangas. Donc, le reste, c'est tout de la littérature adulte. Par contre, en ce qui concerne les genres littéraires, j'ai quand même un peu varié cette fois-ci. Bien entendu, la majeure reste de la littérature générale, literary fiction, mais dans tout ça, c'est aussi glissé quelques romans gothiques, de la science-fiction polar, de la poésie, de la non-fiction, bref, un petit peu plus varié que d'habitude. Question provenance géographique, encore une fois pas mal de trucs du Québec et des États-Unis, en fait d'Amérique du Nord, mais j'ai quand même presque 27% de lectures qui viennent d'Asie, surtout du Japon, on va se l'avouer, et 4 romans européens. Je vous l'ai dit dans les autres vidéos, cette année, c'est l'année de la paresse. Je lis surtout en français. En fait, j'ai peur de perdre mon anglais. Faudrait que je recommence à lire en anglais, hein, parce que il me semble que je suis rendue push. En mai, j'ai lu un beau mélange d'achats, de livres audio, d'e-books et de services de presse. Genre limite que je trouve que j'ai de saines habitudes littéraires. Et il y avait quand même quelques communautés de représenter, notamment la communauté asiatique, vu que j'ai lu quand même pas mal de japonais, plusieurs trucs où il était question de santé mentale également. J'ai commencé une série, j'en ai continué 2 et j'en ai terminé une, donc ça va encore. Je vais m'arrêter là pour les statistiques. Comme d'habitude, là, je pourrais vous en parler des heures, mais je pense qu'il n'y a que moi que ça intéresse. Donc, passons à autre chose. Est-ce que j'ai aimé mes lectures de mai? Globalement, oui. La moyenne, c'est 3,77. J'ai une médiane à 4. En fait, j'ai eu beaucoup de 4 étoiles, mais très peu de 4,5 et pas de 5. Donc, de bons moments de lecture, de bons romans et un gros pour un truc dont je vous parle tout à l'heure. Le premier roman que j'ai terminé en mai, c'est Illusion perdue de Balzac. Là, je vous entends penser, attends, t'as lu Illusion perdue, c'est ton premier Balzac et c'est pas un 5 étoiles. Ben non, je suis dure avec les 5 étoiles en fait. Illusion perdue, c'est un roman auquel je reconnais d'énormes qualités. La description de son époque, la critique sociale, autant du monde littéraire que des petites magouilles de la province, des apparences, de tout le jeu qui se passait dans les salons. J'ai trouvé la description fabuleuse. On s'y croirait, c'est bien écrit, c'est totalement immersif comme truc, mais j'ai tellement trouvé ça difficile à lire. Pas que c'était dole, là, je venais enragée. Je venais tellement choquée après tous ces personnages-là. C'était fou, là, je les aurais toutes baffées, chacun leur tour. Tu sais, c'est pas mêlant, il y a un cercle d'écrivains et quelques personnes à Angoulême qui sont potables, mais quand même naïfs. Les autres, là, sont tout affaissés. C'est pas compliqué. L'histoire, elle commence dans les alentours d'Angoulême. On a 2 amis, on a David Séchard, qui hérite d'une imprimerie de son père. En fait, non, il n'hérite pas. Là. Le père, là, c'est un de... Tu sais, il pense juste à ses propres intérêts, il vend l'imprimerie trop cher, il est détestable tout le long du roman, ce personnage-là. David, il va devenir ami avec Lucien, qui deviendra Lucien de Rubempré, et lui, il a des ambitions littéraires, mesdames et messieurs. Et vous pouvez deviner que ce seront ses illusions à lui qui seront perdues, parce que entre Angoulême et Paris, il y a tout un monde, surtout quand on prend des décisions de schnout du début à la fin. Dans le roman, l'univers des faux semblants de toutes les règles non écrites qui se passent dans les salons, Lucien, il n'y a pas les codes, il se plante systématiquement et il n'y a personne qui est là pour l'aider. Ils ont toutes des intentions cachées en arrière, genre sauver leur honneur ou monter un petit peu dans l'échelle sociale ou faire de l'argent. Donc, à tout bout de champ, quand je lisais, il fallait que je referme le livre parce que j'en pouvais plus. Je l'ai oublié d'ailleurs. Il est où?
Finalement, je suis ravie d'avoir découvert Balzac parce que oui, ça manquait à ma culture. Je vais lire la pseudo-suite Splendeur et misère des courtisanes et je vais essayer de prendre un moment où je suis de bonne humeur parce que je sens que ça ne me mettra pas de bonne humeur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Illusion perdue, il y a près de 900 pages dans mon édition. Quand on entre là-dedans, il faut savoir qu'on va mettre du temps, de l'énergie. C'est un truc qui se lit facilement, mais c'est pas de la littérature bonbon non plus. Donc voilà, c'est la plume du 19e. C'est un portrait d'époque et si vous aimez les classiques, ben vous pouvez tenter le coup. En fait, si vous aimez les classiques, il y a des bonnes chances que vous l'ayez déjà lu. On retourne donc au Japon dans les années 50 avec Nuit d'oiseaux blancs de Yasunari Kawabata. J'étais dans mon trip Japon, j'avais lu quelque part que l'auteur avait reçu le prix Nobel, donc pourquoi pas, j'ai pris un très court roman, c'est une novella en fait, pour découvrir sa plume et son univers. C'est particulier ce truc-là. La morale qui ressort de ça, là, c'est ne vous embrouillez pas avec les anciennes maîtresses de votre père. Ouais. Notre personnage principal, il est au début de la trentaine, probablement fin vingtaine, début trentaine. Pendant une bonne partie de sa jeunesse, ça l'a été la guerre, donc il sait pas trop comment se définir. Il a quand même assez d'argent, mais il est un peu en errance dans la vie. Il sait pas. Il cherche sa place et on sent qu'au Japon, on est un peu à la croisée des chemins. Là. Il y a quelque chose qui va se passer entre les anciennes traditions et la modernité. Modernité, on s'entend. Les femmes, ils se prosternent quand même quand le mec arrive, là. On s'entend. Notre jeune homme vient de perdre son père qui était un amateur de thé, de la cérémonie du thé, et il va se retrouver invité par une de ses anciennes maîtresses qui est maîtresse du thé, justement. Quand il était petit, il s'est rendu compte de la liaison de son père parce qu'il les a vus, et il a réalisé à ce moment-là qu'elle avait une marque de naissance sur un sein, donc pourquoi il sait, c'est parce qu'il l'a vue dans une drôle de position. Au même moment, il va rencontrer Madame Ota et sa fille. Madame Ota, c'est une autre ancienne maîtresse de son père, et là, le triangle amoureux va un peu sauter une génération. Le personnage principal, il n'en demandait pas tant. Il est pris dans tout ça. Il sait plus comment s'en sortir parce qu'il y a des millions de codes auxquels il peut pas se soustraire. Mais d'un autre côté, il est très peu actif pour s'en soustraire également. On a donc Shikako, la première maîtresse, qui a l'air de rien. Celle qui a une tache, là. Mais c'est une femme qui, sous ses abords très gentils, est une manipulatrice épouvantable. Elle va débarquer comme ça chez le jeune homme, lui faire à manger, préparer le thé, et lui, il sait comme pas trop quoi faire avec ça. Tandis que de l'autre côté, on a Madame Ota, qui est beaucoup plus fragile et qui vit un peu dans la culpabilité. Et là, notre personnage principal, qui s'appelle Kikuji, me semble, il est un peu pris entre le respect qu'il doit à son père, l'héritage intergénérationnel et comment il peut traiter ces femmes-là. En même temps, le rôle des femmes dans la société, il commence un peu à changer. Ils ont travaillé pendant la guerre et là, ils savent pas trop non plus comment elles peuvent se positionner entre tout le changement de tradition. C'est un récit qui est hyper nostalgique, souvent contemplatif, cruel des fois parce que ouais, c'est pas toujours chouette. Et quand on connaît un peu la façon qu'ont de parler les Japonais, c'est plein d'images et c'est la délicatesse. L'impact que peut avoir le souffle d'un battement d'aile ou un parfum ou une couleur sur un mouchoir, ça devient symbolique, ça prend beaucoup de place et j'imagine que j'ai manqué beaucoup de symbolisme là-dedans parce qu'il y a beaucoup de cérémonies du thé et les tasses anciennes et qu'est-ce qui valait puis quel fabricant, donc j'ai trouvé ça fascinant de lire ça, tout ce qui était cérémonie du thé, vous pouvez vous imaginer. Mais tous les symboles puis ce qu'il y avait en dessous, j'ai clairement dû en manquer un bout. C'était donc très japonais, parfois un peu frustrant, mais c'était une bonne lecture, j'ai aimé ça et ça m'a remise dans l'atmosphère du Japon. On continue, toujours au Japon, mais on avance de 10 ans avec Le miroir des courtisanes de Sawako Ariyoshi. Ce roman-là, c'était l'un des favoris d'Isabelle des Chroniques du Hérisson que je devais lire dans le cadre de mon autre vidéo, mais là, il me restait plus assez, fait que je vous en parle maintenant. Dans ce roman-là, on traverse toute la première moitié du 20e siècle au Japon. On est dans l'ère Showa pour la plupart et on va voir se dérouler certains événements très marquants de l'époque, notamment le grand tremblement de terre et la Deuxième Guerre mondiale. Ces années-là, on va les voir passer à travers le regard d'une fille et de sa mère. La jeune fille, c'est Tomoko. Elle a été élevée par sa grand-mère, vu que sa mère s'est remariée, puis elle s'en lavait un petit peu les mains, en fait. C'est une femme qui est magnifiquement belle, qui le sait, qui est très vaine aussi, et qui pense à elle en premier. À un moment donné, elle trouve rien de mieux à faire que de vendre sa fille comme apprentie geisha, et cette relation mère-fille-là, souvent malsaine, elle va nous suivre tout au long du roman.
On va s'entendre, le Japon qui est décrit là-dedans, c'est un Japon rêvé, c'est un Japon qui n'existe plus. Et on va rencontrer deux femmes qui nagent un peu à contre-courant, chacun à leur manière. On a Tomoko qui est très très organisée, qui sait où elle s'en va, qui dit ben moi je veux survivre, je veux réussir, donc je vais prendre la bonne façon de faire. Et on a sa mère qui, elle, va utiliser sa beauté, va utiliser tous les stratagèmes possibles pour vivre avec son temps et pour avoir ce qu'elle veut. Mais au Japon, à l'époque, c'est pas tant ça qu'on voulait. Il fallait des femmes dociles, il fallait des épouses qui suivent un chemin bien défini. Quand on sortait de ce sentier-là, c'était pas simple. On a affaire à des gens qui sont très pragmatiques, les bonnes actions seront pas toujours récompensées, mais on est vraiment dans une culture qui est différente, qui nous est super bien décrite, avec parfois des petits accents nostalgiques. Ceci dit, il faut laisser notre cadre de référence à la page 1. Ce roman-là, il est facile à lire, ça se lit tout seul, c'est une histoire de famille, c'est de la littérature qui est très accessible, mais quand même, il y a l'attention aux petits détails, aux soirées, aux couleurs. On a toute cette délicatesse, tout ce symbolisme qui va ressortir à peu près partout. On va voir notre personnage principal grandir, on va la voir vieillir et on va la voir se sentir en décalage avec son temps. Et moi, je pense que c'est cet aspect-là que j'ai le plus aimé, c'est-à-dire voir à quel point les choses changent. Puis des fois, on voudrait suivre, mais on a de la difficulté. Et des fois, il faut faire ce qu'il faut, on n'a pas le choix. On passe parfois beaucoup de temps dans une époque, on saute quelques années, mais malgré tout, il y a toujours la relation mère-fille qui est vraiment, vraiment bien expliquée dans tout ça. Ça sera jamais si simple. En fait, ça sera jamais simple. Notre personnage principal, elle est prise dans sa tradition. Elle voudrait qu'elle aime sa mère, mais nous, on a le goût de la secouer. Des fois, c'est comme non, mais arrête, arrête. Et toute cette souffrance-là, ça va influencer sa personnalité. C'est un très bon roman. J'ai saisi beaucoup de choses et... Scooter. Parce que j'avais entendu parler de l'impact qu'ont eu certains événements sur la vie des Japonais. Ils se ramassaient avec rien, là. Bref, ce roman-là m'a fait prolonger mon voyage. J'ai passé un excellent moment de lecture. On continue avec Les visages de Jesse Kellerman. En anglais, c'est The Genius et j'avais cette version anglaise-là depuis 2009. Les visages, c'est un roman policier, roman noir à suspense artistique. C'est-à-dire que non seulement on est dans le monde de l'art, mais l'intrigue principale a un gros lien avec l'art, en fait. Ouais, je sais, dans cette phrase, ma diversité de vocabulaire semblait limitée. Je sais. On est donc avec un personnage principal qui s'appelle Ethan. Il est marchand d'art, il est un des jeunes galéristes de New York. Est-ce qu'il a beaucoup de mérite pour ça? C'est pas tant, là. Pas tant. Son père est très, très riche. Il a rencontré une femme avec qui il travaille. Disons que il est imbu de lui-même, de sa personne et de ses droits, et ouais. C'est pas le mec le plus agréable de la Terre. Malgré tout, on sent qu'il y a une relation avec son père qui a vraiment beaucoup influencé sa vie, puis encore maintenant, il a toujours l'impression que son père essaie de le contrôler et lui, il essaie d'éviter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a pu forger sa personnalité? Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'il était un petit peu paresseux par nature, mais là, il va se retrouver pris dans une histoire qui le dépasse. Un jour, l'avocat ou l'homme à tout faire de son père va l'appeler. Il dit, écoute, dans un des buildings de ton père, il y a un appartement qui est vide et on a trouvé là-dedans une œuvre incroyable, celle de Victor Crack. Viens voir, il faut que je te montre. Il va arriver, il va être fasciné par cette œuvre qui est monumentale, une œuvre qui est détaillée, qui est super bien décrite. En fait, c'est ce que j'ai préféré dans le roman, là, la description de l'œuvre et de ce qui pouvait passer par la tête de cet homme-là pour aller faire des trucs comme ça. Tu sais, c'est décrit, mais on essaye de se l'imaginer parce que on peut pas l'imaginer. Ça, c'était chouette. Et il se dit, pourquoi pas faire de l'argent sur le dos de ce mec qui, de toute façon, est disparu? Donc, il monte une exposition et il y a un policier à la retraite qui reconnaît dans les dessins les visages d'enfants qui ont été tués il y a de nombreuses années. Notre policier, il va donc appeler Ethan, il va dire « Viens me voir, il faut que je te parle » et ils vont commencer à enquêter sur ces meurtres-là qui étaient irrésolus. Et j'avais oublié, j'avais une plante là et elle doit être fossilisée. Excusez. Ce roman-là, il fait ce qu'il a à faire. C'est du très bon divertissement. Pour moi, les pages se sont tournées toutes seules. Oui, un petit peu de longueur des fois, là, mais ça me dérangeait pas parce qu'on était dans le monde de l'art. Je trouvais que la psychologie des personnages, même les personnages secondaires, était quand même chouette. Moi, le policier, là, je l'aimais bien gros. L'enquête, elle est ce qu'elle est, mais j'ai surtout aussi apprécié la satire du monde de l'art new-yorkais et de ce qu'était l'art à l'époque, qu'est-ce qui est considéré comme génial, et en fait, il n'y a pas tant de raisons. Les petites vacheries, les crises de diva, cet univers-là, on le manque pas et ça, c'est fort chouette. En plus de ça, dans le récit, il y a des moments où on s'en va dans le passé puis on va découvrir la famille de Ethan qui est arrivée aux États-Unis avec rien
et qui va se retrouver quand même très riche. Que s'est-il passé? On imagine qu'il y a des histoires de famille dans tout ça. De toute façon, juste la relation père-fils, on se doute qu'il va y avoir de quoi. Et le tout mis ensemble fait que ça passe très bien. Entendons-nous, ce n'est pas le roman du siècle, ce n'est pas le polar du siècle non plus, mais on est dans le monde de l'art et c'est chouette, on passe un bon moment. Tu sais, ça révolutionne rien, mais c'est cool. On continue avec une biographie romancée qui est Le Magicien de Colm Tóibín, et ce gros roman-là va nous raconter la vie de Thomas Mann, qui est un écrivain allemand extrêmement célèbre qui a gagné le prix Nobel. Je suis certaine que je n'ai pas besoin de vous le présenter. C'est celui qui a écrit La Montagne magique et Mort à Venise, entre autres. Tóibín, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime sa plume, j'aime sa façon de raconter les choses. Donc, encore une fois, ça l'a réussi ici. Je connaissais très peu la vie de Mann. J'ai lu juste Mort à Venise il y a des années. Il est là. Je pense que je vais le relire pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais je suis ressortie de ma lecture avec l'envie de lire La Montagne magique. C'est incroyable, mais on voit aussi la genèse de ses œuvres, d'où ça part, d'où venaient ses idées et qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Parce que quand on regardait Thomas Mann, c'était un homme bien sous tout rapport. Il est marié, il avait des enfants qui étaient certes beaucoup révolutionnaires. Par contre, quand on lit ces trucs, on dit « Oh! Il y a certaines de ces nouvelles, des fois, là, que c'est... D'accord. Il se passait des choses dans sa tête. » Et quand on voit un peu ce qu'a été sa vie, on s'étonne qu'il n'ait pas été plus controversé que ça. En fait, oui, il a été controversé. Oui, il l'a été beaucoup pour ses prises de position. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'Allemand qui vit aux États-Unis, il n'y en avait pas de bonne position. Mann, il vivait énormément dans le paraître. C'était son œuvre, c'était lui, c'était ses trucs. Ses enfants, ça passait après. Et les apparences étaient également très importantes parce qu'on apprend des choses là-dedans, mais en fait, on le savait. Mann, il était marié, mais c'était soit un bisexuel, soit un homosexuel. Là, c'est pas noté là-dedans. En fait, ce qui le fascine, lui, c'est les hommes, les jeunes hommes. Et il y a des pensées qui sont souvent fort dérangeantes. Étant ce qu'il est, comme il n'ose pas agir sur ses pulsions, sur ses désirs, il va les transférer dans ses nouvelles, dans ses écrits. Et ça, c'est hyper intéressant. Où l'auteur a pris tout ça, dans des journaux, je crois, je pense qu'il y a eu énormément de recherches. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais pas qu'est-ce qui est pas vrai, mais cette bio-romancée-là se lit comme un roman. On voit près d'un siècle d'histoire passée. Des fois, on a le goût de dire non, mais... Il est tellement dans le politically correct, là, ça a comme pas de bon sens. Ses positions, c'est très réfléchi. Sa femme, mon doux qu'elle est patiente, mais c'est aussi un homme qui va voir la fin d'un monde, la fin de son monde, de son Allemagne. Et si vous aimez ce style-là, parce qu'il y a des gens qui aiment pas du tout les bio-romancés, ils préfèrent vraiment les trucs plus factuels. Moi, j'aime bien les deux, mais si vous aimez ça, go for it, c'est bien fait. Continuons avec ce qui m'a donné le coup au cœur au mois de mai, c'est Akuteu, c'est de Soleil Launière. Cette femme vient d'un Mashtawiach, elle est Ilnu et c'est une artiste interdisciplinaire. Je pense que je vous ai raconté dans un book haul à quel point j'avais eu l'air folle quand je l'ai rencontrée. Mais ce texte-là, c'est magnifique entre poésie et court texte. Moi, j'ai eu la chance de le lire en écoutant la voix de Soleil Launière. C'est sur Radio-Canada Audio et c'est un texte que j'ai adoré, que je trouve criant de vérité, qui est accessible. Ça parle entre autres de son identité autochtone parce qu'elle a vécu à Montréal et elle, quand on la regarde, ben, elle passe, tu sais, white passing. Ça paraît pas qu'elle est autochtone. Et là-dedans, elle va traiter de son identité comme femme, son identité comme femme autochtone, qui est trop et trop peu, qui a découvert sa culture un peu sur le tard, qui aurait voulu qu'on la lui fasse vivre autrement, et aussi sur toutes les attentes qu'ont les allochtones par rapport aux voix autochtones. J'ai trouvé ça hyper bien fait. On sent que l'autrice a de la difficulté à se positionner. Est-ce qu'elle est légitime pour parler de son peuple alors qu'elle l'a rencontré un peu plus tard que prévu? Est-ce qu'elle est aussi légitime que sa sœur, qui, elle, ne passe pas? On sent énormément d'ambivalence, d'ambiguïté, il y a de la fierté, il y a de la honte aussi. Il y a tout un questionnement identitaire, j'ai trouvé ça fabuleux. Puis en plus, quand on peut avoir les deux, la version écrite et audio, c'est génial. Dans l'ouvrage, on a des illustrations comme ça, c'est de Mickey Ottawa. Bien entendu, c'est également un récit engagé, ça parle de plein de choses que vivent les autochtones, les femmes autochtones surtout. Et là, j'aurais 25 petits paragraphes que je voudrais vous lire, je vais vous en lire juste un qui est très court et qui dit « Je suis pas l'autochtone idéal. Comme comédienne dite autochtone, je ne suis pas assez autochtone pour faire de la télé. J'ai pas le visage de la diversité commerciale. » Et je trouve que ça vient vraiment rechercher quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, lisez-le, écoutez-le, bref, allez-y, ça vaut le coup. On y va maintenant avec un roman québécois, Faire les sucres de Fanny Britt. C'est bizarre parce que j'avais lu Les Maisons de l'autrice, puis dans ma tête, j'avais pas aimé ça.
Puis là, je suis retournée lire mon billet, je dis, mais j'ai pris ça où, moi, cette idée-là, que j'avais pas aimé ça? J'ai aimé ça, en fait. Mais ça, je l'ai réalisé après avoir lu Faire les sucres, puis je m'étais dit, mais comment j'ai pu lire un truc de l'auteur et ne vraiment pas aimer ça, alors que là, ben, c'est une plume que j'aime, c'est une introspection que j'apprécie, surtout que dans ce cas-là, nos personnages principaux sont pas tant aimables. Puis c'était cool comme lecture, donc comment ça se peut? En fait, c'est ça se pouvait pas, j'étais d'un patate. Donc, Faire les sucres, c'est l'histoire d'un couple qui s'effondre. Le couple, c'est Adam et Marion. Adam, c'est un chef à la télé, un genre de Ricardo, là. Et Marion, elle, c'est une dentiste. Elle a pris le cabinet de son père. Elle est bien sous tout rapport. Elle aime faire plaisir aux gens. Et à un moment donné, ils vont aller en vacances à Martha's Vineyard. J'ai toujours peur de le prononcer n'importe comment. Adam, il va avoir un accident de surf. Il va très bien s'en sortir, mais il va blesser une jeune fille de la place qui, elle, n'a pas eu toutes les mêmes chances que lui. On s'entend que pour aller en vacances, là, ils sont pas pauvres, là. Et là, à partir de cet accident-là, Adam, il va perdre les pédales, perdre ses repères, il n'y a plus rien qui va aller. C'est un roman qui traite clairement de privilèges, avec, comme je vous le disais, deux personnages pas si faciles à apprécier. Adam surtout. Elle, on a le goût de la secouer, mais lui, des fois, là, c'est comme « Oh mon Dieu !» Les deux personnages, ils sont profondément centrés sur eux-mêmes. Ils ont quand même du temps, de l'argent, du temps pour travailler sur eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais ils sont tellement égocentriques qu'ils oublient qu'il y a d'autres choses qui se passent alentour. C'est comme moi et moi. Adam, il est zéro pour décoder les signes de tous ceux qui l'entourent. En fait, ça l'intéresse juste pas parce que c'est juste lui qui l'intéresse. Tu sais, il faut comprendre, le mec vit un drame avec un grand D. Il a failli tuer quelqu'un d'autre. J'ai trouvé là-dedans que Fanny Britt était excellente pour disséquer les émotions, celles qu'on ose s'avouer à nous-mêmes, mais pas aux autres. Parce que dans la tête d'Adam, dans la tête de Marion, c'est pas toujours joli, là. Nous, comme lecteurs, on va se retrouver baladés entre le monde des foodies un peu snob montréalais, une chorale anglophone, une maison beaucoup plus pauvre de Martha's Vineyard et une cabane à sucre. J'avoue que j'aurais aimé suivre davantage Célia, la jeune fille que Adam blesse aux États-Unis, parce qu'elle, on dirait qu'elle a compris des choses que les deux autres ne comprendront clairement jamais. J'aurais aimé qu'il soit plus développé, ce personnage-là, puis elle habite dans une confiserie, sa famille a une confiserie, qui est beaucoup moins romantique que ce qu'Adam croit que sa toute nouvelle cabane à sucre est. Donc j'ai trouvé la dichotomie très intéressante. C'est pas toujours facile de nous faire suivre deux personnages aussi désagréables. Leur relation, elle semble tellement vide, tellement superficielle, c'est épouvantable, c'est pas facile de compatir. Ceci dit, Fanny Britt, elle passe son message sans le marteler, sans prendre ses lecteurs pour des épais, et ça, j'apprécie énormément. Donc oui, bonne lecture. Donc maintenant, un avis qu'assez peu de personnes partagent, je vais vous parler de La version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot. C'est un roman qui a tout gagné. Le prix des lycéens, le prix des libraires, il vient de gagner le combat des livres. Ce roman-là, on le voit encensé partout. Mon ami Maps a adoré, mon ami José a adoré. Ma mère a détesté, mais correctement. Moi, je suis un peu entre les deux. En fait, c'est une lecture 3.5 étoiles. J'ai quand même aimé ça, mais c'est tellement pas le roman auquel j'aurais donné le prix des libraires que j'étais comme... Mais c'est mon goût, là. C'est mon goût qui est clairement pas le goût de la majorité. Ce roman-là, c'est donc l'histoire de Sacha et de Tom. Sacha, c'est une fille. Ils sont amis depuis l'enfance. En fait, ils sont un peu un refuge l'un pour l'autre parce qu'ils se sentent un peu outsiders, parce qu'ils ne fitent pas dans le moule, parce que leur famille, c'était pas top. Bref, ils sont inséparables. Et à un moment donné, ils décident de partir au Yukon. Ils aboutissent à Dawson. Et à cet endroit-là, ils vont trouver la petite communauté de bums, de bohèmes et d'anarchiques de leur rêve. Et ils vont s'installer là. C'est un endroit qui est un peu clos, c'est un endroit qui est coupé du monde la moitié de l'année et dès le début du roman, on sait que ça va pas bien aller et que ça va éclater. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai aimé, là, le côté narratif avec les petits allers-retours passé-présent. On va s'entendre, il y a une vraie qualité d'écriture en ce sens que l'atmosphère est prégnante, on s'y croirait, elle réussit vraiment bien à décrire ce milieu-là. Je vous ai aussi dit que le choix narratif m'avait plu, mais je pense que c'est un roman qui n'a pas été écrit pour moi. En fait, il m'a fait me sentir vieille. Puis vous savez, c'est bien correct que tous les romans n'aient pas été écrits pour moi, là. Je ne suis pas le centre du monde. Il plaît à d'autres personnes, tant mieux. Comme José disait, c'est un roman qui pue. Ben c'est ça, moi ça puait vraiment un peu trop pour moi. Leur vie idyllique, c'est tout ce que moi je déteste. Oui, je suis un petit peu princesse, mais vivre de cette façon-là dans des apparts pas chauffés, de faire tout ce qu'il y a à faire dans des seaux, d'avoir la description...
Il y a beaucoup de fluide corporel dans ce truc-là, c'est normal, ils sont chauds puis ils sont dopés tout le temps. Le langage est cru, tout le monde s'envoie un peu en l'air avec tout le monde, c'est ma vision d'un cauchemar. Et les personnages qui sont décrits ici, ce sont des bums, ils sont très très bien dans leur anarchisme, dans leur non-conformisme. C'est un choix qu'ils font de vivre là, même si le taux de suicide est assez épouvantable et que la mort par overdose, ben ça arrive, que voulez-vous? J'ai aussi trouvé intéressante la relation entre Sacha et Tom, même si souvent elle est malsaine, même si elle est difficile à comprendre. Certes, le début, c'est un peu lent, c'est beaucoup des fêtes, des parties, des brosses à répétition. Et Sacha, notre personnage principal, la relation la plus intime qu'elle va tisser, c'est avec Luna, qui est une chienne que Tom va adopter, mais il s'en occupe pas pantoute. Et toutes les interactions sont tellement basées sur des valeurs qui ne correspondent pas aux miennes. Tout est tellement fugace, tout peut tellement changer du jour au lendemain que quand ça dérape, là, c'était écrit dans le ciel. Et c'est quand même venu me chercher parce que, oui, Sacha, du début à la fin, apprend les pires décisions de la Terre. Tu te dis, oui, mais pourquoi tu t'es foutu dans ça? Et la narratrice le dit, mais avoue, ça serait pas arrivé tout ça. Mais l'épisode où elle voit ses propos déformés, où elle voit tout le monde qui va se liguer contre elle, j'ai trouvé le sentiment d'incompréhension, le désespoir très très bien décrit. Dans ma vie à moi, ça m'est déjà arrivé qu'une fille décide de me bitcher pour aucune raison. En fait, elle devait en avoir une, mais je l'ai jamais su. Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Elle avait réussi à monter plein de monde, puis c'est comme, j'avais jamais compris ce qui s'était passé. Ceci dit, j'avais un très très bon filet de sécurité, fait que j'ai pas pris les mêmes décisions que Sacha. Bien entendu, j'ai sacré mon camp, mais c'est normal, là, j'avais pas le même entourage. Et c'est cette version-là, la version qui n'intéresse personne. C'est pas un mauvais moment de lecture pour moi. Mais comme je disais, c'est pas écrit pour moi, c'est trop cru, parfois trop vulgaire. C'est pas des choses qui me plaisent à moi en tant que lectrice, mais je suis loin de la détestation maternelle non plus. On va continuer avec Une chambre à soi de Virginia Woolf qui fait partie d'un de mes nombreux challenges annuels. En fait, je pense que c'est ma pile ultime, ma liste ultime de 2024. Et je me suis décidée à lire maintenant parce que mon amie MH Lectrice a tellement haï ça que j'ai décidé qu'il fallait que je vois ce qu'il avait fait suer tant que ça. Et là, au départ, j'ai dit « Ah, je lis en audio, je vais le lire en audio. » Et là, je l'écoute puis je me dis « Un, ça a pas l'air de Virginia Woolf, puis deux, qu'est-ce qui a pu gosser MH tant que ça dans ça? » Donc, je suis repartie, je suis allée chercher le roman papier et j'ai eu beaucoup plus de chance que maintenant parce que là, je l'ai pas retrouvé le roman. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, là, c'était du Virginia Woolf. Dans le texte audio, il avait résumé le propos féministe du texte en quelques chapitres qui se tenaient, qui étaient très très clairs et très faciles à comprendre. Mais Virginia Woolf étant elle-même, elle a un peu noyé le propos dans son texte final avec son genre de stream of consciousness, ses divagations, tout ce que j'aime. Moi, j'ai aimé ça. En fait, j'ai vraiment préféré le lire que l'écouter, mais j'avais tout entendu le propos, donc je savais où ça s'en allait. Ça m'a peut-être aidé à comprendre. Cet essai-là, il est basé sur 2 conférences que Woolf a données en 1928. Et la question qu'on lui avait posée, c'est pourquoi les femmes réussissent moins en écriture, en fait. Pourquoi il n'y a pas de femmes autrices ou peu de femmes autrices? Elle réfléchit, ses pensées partent dans tous les sens. Et finalement, elle vient à la conclusion que pour écrire, en fait, une femme a besoin de 500 livres de rente et d'une chambre à elle. Et ça, elle va nous l'expliquer en 200 pages. En fait, Virginia Woolf, elle a l'air à divaguer des fois, mais il n'y a rien d'anodin dans son texte, dans la narration qu'elle a choisie, dans les propos qu'elle a choisis. En fait, ça démontre parfaitement. Et il y a plusieurs axes à sa réflexion. Et oui, ça va plus loin que la place des femmes à l'époque, c'était pas en écriture, mais que c'était pour être à la maison, s'occuper de la famille et tout ça. Il y a ça. Elle va parler également du fait que quand t'as pas de sous, t'asseoir pour écrire. T'as pas l'opportunité, t'essayes de survivre. Et en plus de ça, quand t'es une femme que t'es pris dans ton salon pour écrire, déjà, elle parle d'une femme qui est assez riche pour avoir le salon, il y a plein de gens qui rentrent, qui sortent, on est constamment dérangé, notre fil de pensée, on le perd tout le temps. Et ça, c'est hyper bien démontré dans la première partie, quand elle marche et qu'elle part et qu'elle réfléchit à des idées et que là, oups, il arrive quelque chose qui fait que, finalement, elle a perdu son idée. Pour prouver ça, elle va partir d'autrices qui ont existé. Elle va également en créer des imaginaires, les 4 Mary. Vous irez voir c'est qui les 4 Mary. Je trouve que c'est pas anodin, ça non plus. Elle nous parle de la sœur de Shakespeare sur plusieurs pages. Que serait-il arrivé si elle avait été bourrée de talent et curieuse et tout? Et si on s'entend qu'il y a certains propos qui sont datés, en fait, l'autrice, elle va parler de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle est une femme privilégiée, riche de Londres. Il n'y a pas tant d'intersectionnalité, là. On n'est pas là. On n'est pas dans cette époque du féminisme-là, mais pas du tout.
Par contre, il y a plein de choses qui sont encore valides aujourd'hui et c'est étonnant de voir qu'on en parlait il y a 100 ans puis qu'on en parle encore puis que c'est pas réglé. Notamment quand on parle du fait que les sujets féminins, ben c'est moins important, hein? C'est moins grandiloquent, c'est moins grandiose, donc ça a moins de valeur. Et maintenant que les femmes ont beaucoup plus d'opportunités, ben on peut élargir les horizons. Il y a des femmes qui écrivent sur beaucoup plus de choses, mais à l'époque, ils écrivaient sur ce qu'elles connaissaient, puis ben ce qu'elles connaissaient, c'était considéré comme peu important, futile, tout ce que vous voudrez. Il y a également des références que je n'ai clairement pas comprises, mais j'ai trouvé très très intéressant quand elle parle de la relation qu'ont les femmes entre elles dans les romans, et elle était clairement une précurseur du test de Bechdel. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. Si vous aimez l'autrice, si le sujet vous intéresse, si ça vous intéresse de replacer le sujet dans son contexte, encore une fois c'est important, ben voilà, essayez. Puis si vous trouvez ça trop long, trop pénible, prenez la version audio. Les 2 prochaines lectures, je vais vous en parler en même temps parce que je vais vous parler de What Moves the Dead de T. Kingfisher et c'est une réécriture de La chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe qui est dans ce recueil de nouvelles. Cela a à peu près 30 pages, La chute de la maison Usher. Je l'avais déjà lu ado. J'avais acheté ce petit folio pour 3,75 donc ça fait un petit bout de temps. Dans l'histoire originale, c'est notre narrateur qui se voit appelé par son ami Roderick Usher. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu et il arrive dans une maison très particulière qui est délabrée. Son ami dit « Écoute, je suis en train de mourir. Ma sœur Madeleine, elle va mourir également. Viens me tenir compagnie. » Tu sais, c'est une excellente idée au départ. Il ne faut pas lire la nouvelle pour Madeleine que nous voyons à peine passer. On se rend compte que Roderick, il ne va pas bien, il entend toutes sortes de bruits, sa santé mentale, ça part en vrille, et la maison est le personnage le plus important là-dedans. C'est glauque, c'est tout en décrépitude, et surtout, Roderick, il est persuadé que la maison, elle est sentiente, qu'elle est pas hantée, mais qu'elle est vivante en fait. On va s'entendre, c'est très court et selon moi, il y avait de quoi faire un roman, ce qui a été fait ici avec une petite twist fort différente. Les descriptions, ils sont fabuleux, c'est riche, c'est évocateur. Moi, je l'ai lu en pleine nuit, là, puis je me suis presque fait peur, mais je suis une grande peureuse, là, faut pas s'étonner. Là-dedans, c'est bourré de références à des œuvres picturales, à de la poésie. J'ai l'impression qu'il y a des contes et légendes mêlés dans tout ça. J'ai peut-être pas tout compris parce que je ne suis pas de la même époque. Et quand on le referme, on se dit, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a des pourquoi dans ça, là. C'est très, très questionnant. Bref, j'ai aimé ça, surtout pour l'atmosphère, mais il me semble que dans le développement, on aurait pu aller plus loin. Oh, j'ose critiquer Edgar Allan Poe. C'est mal. On y va maintenant avec l'adaptation que j'ai autant, sinon un peu plus aimé que l'original. En fait, c'est parce que c'est plus long. L'écriture est également vraiment tripante. Et même si dès le début, on sait ce qui s'en vient, on sait où ça s'en va, l'autrice a réussi tellement à nous amener avec elle dans cette maison lugubre, humide, qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Le contexte est un peu différent, c'est-à-dire que notre personnage principal, c'est un sworn soldier, c'est-à-dire que la personne, elle s'identifie comme un soldat, c'est ça, son identité, pas de masculin, pas de féminin nécessairement. Et il y a même tout un langage qui a été inventé à ce propos-là. Ça, j'ai trouvé ça très, très chouette. Le pays où ça se passe, il n'existe pas. La langue, elle n'existe pas. Et là-dedans, c'est Madeleine Usher qui appelle notre personnage principal qui s'appelle Alex. J'adore ce personnage-là. Il y a un tome 2 avec, là, qui a pas rapport avec la maison Usher, mais je vais clairement le lire parce que je trouve que le personnage est hyper intéressant. En fait, l'autrice, elle s'est posé les mêmes questions que moi sur le comportement de certains personnages dans la nouvelle et elle a décidé de les boucher, ces trous-là. L'écriture, elle est beaucoup plus moderne, on s'entend, mais elle réussit à recréer le côté très, très gloomy de la maison et de l'entourage. Il y a des bizarres de lièvres, c'est pas pour rien qu'il y a un lapin comme ça, là. C'est un lièvre. Ils vont pas bien, les lièvres. Là-dedans, là, tout est humide, tout est poisseux et elle réussit à reprendre certains éléments très précis de la nouvelle initiale pour en faire quelque chose d'autre là-dedans. Elle va réussir à leur donner un sens et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On reste donc avec un récit dérangeant, ça va un peu plus loin dans l'horreur, un peu plus loin dans le fantastique. Elle introduit également 2 autres personnes, en fait plus que 2, mais entre autres 2 personnages secondaires, un médecin et une mycologue amateur. Ben oui, on le sait où est-ce que ça s'en va, là, mais quand même, c'est bien fait. Et je dois vous avouer que j'ai préféré ce roman-là à un autre roman qui avait un peu les mêmes thèmes. J'ai aimé ça, c'est fort bien, je vais relire l'autrice, c'est du roman gothique, bon, une novella gothique, et voilà, c'était réussi. Dernier roman adulte, il s'agit du tome 2 de Swan Song de Robert McCammon. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je pense que je vous en ai parlé. C'est un roman qui a été écrit à la fin des années 80, c'est un roman
post-apocalyptique. À ce moment-là, là, moi je me rappelle, on avait peur de la guerre nucléaire et là-dedans, c'est ça qui arrive et c'est le pire qui pouvait arriver. On est aux États-Unis, les États-Unis sont complètement détruits, l'homme est redevenu un être sauvage et sans scrupules, c'est terrible. Mettons que ça fait pas ressortir le bien des gens dans la plupart du temps. Cette phrase n'avait pas tant de sens, c'est pas grave. Dans le premier tome, on nous présentait les personnages. On avait Sister Creep qui était une bag lady de New York. On avait Paul qui était un prédicateur. On avait également Josh qui est un ancien lutteur qui va avoir à protéger une jeune fille, Swan, qui semble peut-être avoir des dons particuliers. On s'en rend tout de suite compte dans le premier tome. On a aussi deux personnes qui arrivent d'un camp survivaliste. Roland qui était un jeune garçon quand c'est arrivé, ainsi qu'un sergent, un colonel qui ne faisait plus la guerre, mais en fait qui savait pas trop qui y était en dehors de la guerre. Dans ce tome-là, 7 ans ont passé et on va voir comment ça va se dérouler. On va s'entendre là, c'est terrible, c'est l'un des pires romans post-apo que j'ai lus parce que c'est... Il y en a pas beaucoup d'espoir. Il y en a là, mais il y en a pas beaucoup. Toute la première partie, là, on a hâte que ça arrête d'aller mal parce que ça va vraiment, vraiment mal. Puis c'est répétitif, surtout que le premier livre, ça allait aussi vraiment, vraiment mal. Bref, il reste plus tant de monde que ça. Il y a des armées qui se sont organisées un peu partout. Les gens ont peur les uns des autres. Ils voient arriver quelqu'un, ils se font recevoir à coups de fusil. Et en plus, il y a certaines personnes qui semblent avoir une maladie, le masque de Jacob, je crois. C'est genre des kéloïdes partout d'en face. Ça recouvre toute leur tête. Et la plupart de nos personnages principaux en sont affligés. C'est un roman qui est très fort. L'auteur réussit à nous faire rentrer dans son univers, dans son désespoir. Moi, si je l'avais lu jeune, si je l'avais lu à cette époque-là, je serais morte. Je serais morte là, j'aurais fait des cauchemars pendant des semaines. Par contre, dans la résolution, j'ai des bémols. Il y a clairement un côté qui est très, très manichéen dans tout ça. Il n'y a pas beaucoup de place pour les zones de gris. Et il y a certains aspects christiques qu'on voit apparaître dès le début, là. Mais là, qui prennent encore plus de place. Puis moi, ben, ça me dérange un peu, malgré que je trouve chouette le côté mythologique, mais... je trippe pas tant sur ce genre d'affaires-là. Donc, est-ce que c'est une bonne lecture? Oui, c'est une bonne lecture. Est-ce que je recommanderais ce roman-là? Oui, si t'as du temps, parce que c'est une brique. Puis, il faut que t'aimes les post-apo vraiment déprimants. Mais moi, j'ai préféré le début à la fin pour les aspects dont je viens vous parler. Il manquait un « de », hein? Ouais, dont je viens de vous parler. On achève, on va passer à la jeunesse. J'ai lu le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est de Camille Monceau. Je vous ai parlé des 2 premiers tomes déjà sur le blog certainement. Ici, je le sais pas, sur Instagram probablement. Et comme dans le cas de ce tome 3, c'est extrêmement difficile de parler de ce qui se passe. Je peux même pas tant vous dire c'est l'histoire de qui. Je vais vous situer dans la série de façon générale et parler de l'appréciation, toujours de façon tout aussi générale. J'ai commencé à lire ce tome 3 en revenant du Japon. Et là, je regarde ça, je me dis, mais oui, mais c'est des vrais personnages, ça. Et on est dans une vraie époque. Tu sais, quand je l'avais lu la première fois, je connaissais tellement rien, puis les noms en japonais, là, ils se ressemblent tellement que j'avais pas réalisé que c'était vraiment, vraiment du vrai monde. Ce que j'ai fait, je suis allée relire les 2 premiers, voir où est-ce qu'on se situait, qui était qui dans la vraie histoire. Parce que, entre autres, dans le tome 2, on est pendant le siège d'Osaka, le château d'Osaka. Je l'ai visité, c'était trop chouette de voir quelque chose qui se déroulait là. Et on est dans une guerre entre les Tokugawa et les Toyotomi. Et je pense que j'ai pas mêlé de syllabes. Et il faut savoir que c'est pas simple, ces dynasties-là non plus. Tu sais, il y a un fils qui prenait, qui donnait là pour le faire élever pour des alliances. C'est pas simple. Ici, l'autrice prend clairement parti qui était le gentil, qui était le méchant. En vrai, est-ce que c'est ça? Écoutez, je le sais pas. Dépendant de qui me racontait cette histoire-là, je l'ai entendu raconter de plusieurs façons différentes, mais j'ai adoré ce voyage dans le Japon de l'époque. La série en général, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait été élevé par un maître d'armes. Il lui avait appris la voie du sabre, mais un jour, son maître va se faire tuer. Il va se retrouver un peu fuyant. Il va se ramasser à Edo, c'est-à-dire à Tokyo. Il va se faire des amis et entrer, entre autres, dans l'univers du théâtre kabuki. Et il va rencontrer une mystérieuse jeune femme qui est défigurée et qui porte toujours un masque du théâtre No. C'est des histoires de famille, de machination, c'est hyper intéressant, c'est plein d'actions avec des parties aussi assez contemplatives. On est quand même au Japon, même si l'autrice n'est pas japonaise, elle y a vécu et ça paraît. C'est encore une fois très intéressant, c'est super bien écrit, on est davantage dans un monde de femmes, donc on a une vision un peu différente des événements et on voit une autre forme de pouvoir qui est en jeu.
Bref, il va y avoir un 4e tome. Je veux le lire. En plus, ils sont trop beaux. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et si vous aimez le Japon, les récits historiques, les récits jeunesse, parce qu'on n'est pas dans le fantastique, c'est vraiment un récit historique, allez-y, les yeux fermés. Maintenant, on achève 2 petits mangas, oui, encore du japonais, et très japonais parce que je suis dans Le Chef de Nobunaga, qui est un manga qui se passe exactement à la même époque, ou presque, un petit peu avant peut-être, que le roman dont je viens de vous parler. La prémisse, c'est un chef qui vient du futur, je sais pas trop de quand dans le futur parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est expliqué, et qui se trouve parachuté à cette époque-là, l'époque où Nobunaga était daimyo. Il réussit à faire des merveilles avec la nourriture. Nobunaga, il en entend parler, il décide « tu vas être mon chef ». Il le prend, il l'amène, et mine de rien, Ken, qui est le personnage principal, va se retrouver dans à peu près toutes les intrigues de cette période-là. Ce que j'ai aimé dans ça, c'est le côté historique. On a un autre point de vue, une autre lecture des événements que dans les romans de Camille Monceau. Et ici, Nobunaga, il est décrit comme un daimyo... Oh! Excusez. Un daimyo qui veut du pouvoir, qui veut gagner, qui est très manipulateur, mais qui a aussi un charisme assez extraordinaire parce que tout le monde sont prêts à tout pour lui. Voir le personnage principal pris dans tout ça, c'est zéro crédible. Là. Comment il aurait pu réussir tout ça avec de la nourriture, de réussir à faire changer un peu le cours de l'histoire. En fait, ça change pas, mais ça serait grâce à lui. On y croit plus ou moins. Mais quand tu arrives du Japon et que tu as entendu parler de cette époque-là pendant 3 semaines, c'est cool. C'est vraiment cool. La partie nourriture, ça m'intéresse moins d'avance. Puis je pense que si j'avais pas vu la bouffe japonaise, quand tu vois la bouffe japonaise, tu sais pas ce que c'est. Le tout est d'une délicatesse incroyable, servi dans toutes sortes de petits plats. C'est beau, mais tu sais pas de quoi c'est. Donc, il fallait quelqu'un pour l'interpréter. Je sais pas si j'aurais compris tout ce que la nourriture pouvait représenter. Là, je comprends un petit peu plus. Pas totalement, mais un petit peu plus. C'est un manga que j'ai bien aimé. Il me reste 4 tomes à la maison. J'en ai lu 2. Si je les avais pas, est-ce que j'aurais été vraiment tentée de continuer? Je sais pas. Il y a 37 tomes en tout et il paraît que ça devient passionnant. Mais là, pour l'instant... c'est comme des petites scénettes. J'ai de la misère à voir qui est notre personnage principal. En fait, on le connaît pas. Et surtout, on sait absolument pas pourquoi il est là. Et il s'est adapté hyper vite. Donc, toute cette partie-là, quête de soi, des flashs qui arrivent de temps en temps, j'ai hâte que ça aille un peu plus loin dans ce sens-là. Parce que là, c'est un peu mince comme fil narratif. C'est bien. Je vais lire la suite parce que c'est l'époque, parce que ça me tente. Mais bon, les 2 premiers tomes toute seule, je suis pas certaine qu'ils m'auraient convaincue si j'arrivais pas du Japon. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan de mai. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre, qu'est-ce que j'ai? Des petites babales. Vous pouvez mettre des ballons ou encore des fleurs, du muguet, parce que mai, c'est du muguet. Ici, il n'est pas encore sorti le muguet, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous avez lu certains de ces romans? Est-ce que je vous ai tenté pour certains de ces romans? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, inscrivez-moi tout ça dans les commentaires, j'adore parler littérature. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Je poste généralement une vidéo aux 2 semaines quand j'ai le temps. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!